Télé ce soir, c'est Florian Philippot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen pour la région Est. La fermeture du site de Belfort pour Alstom devient une affaire d'État. Dans un tweet, vous avez renvoyé tout le monde dos à dos. Union européenne, Macron, Républicain PS, RPS. C'est ce que vous évoquez. Vous parlez d'un État complice qui savait parfaitement ce qui se passait à l'usine de Belfort. C'est exactement ce que dit Arnaud Montebourg aujourd'hui. Vous reconnaissez des points communs avec lui? Je veux dire, ça me paraît évident. Enfin, j'espère que l'État était au courant puisqu'il a quand même 20% des parts. Donc si l'État actionnaire à hauteur de 20% n'est pas au courant, c'est que vraiment il y a un énorme problème. Non, évidemment que l'État était au courant. D'ailleurs, on parle toujours de 400 emplois qui sont menacés à Belfort. On oublie les sous-traitants. Ça fait beaucoup plus que 400 emplois en réalité. Vous me dites, je vais vous parler comme Montebourg. Il se trouve que nous parlons souvent, enfin c'est surtout lui d'ailleurs qui parle comme nous, en dehors, si vous voulez, pendant les périodes électorales, il parle souvent comme nous. Mais, sur le Made in France? Oui, sur le protectionnisme, sur le patriotisme économique. Ça fait des années que ça se passe comme ça. Le problème, c'est que quand Arnaud Montebourg est ministre de l'économie, il fait exactement l'inverse. C'est ce qu'il a fait pendant 2 ans et demi qu'il était ministre de François Hollande, où il n'a pas brillé pour sauver, on le sait, la sidérurgie, notamment Lorraine, et notamment dans cette affaire d'Alstom déjà. Bref, moi je pense que donc lui, il charge Emmanuel Macron. Donc qui a raison dans tout cela? Est-ce que l'État français est vraiment impuissant à sauver ses industries? Mais l'État aujourd'hui... Et quelle est la solution que vous, au Front National, vous proposez? Oui, mais l'État aujourd'hui, il est condamné à être commentateur. Alors on peut tous les 3 mois nous refaire le même spectacle. Il y a eu malheureusement, triste spectacle parce qu'il y a beaucoup d'emplois à la clé. Il y a eu Gandrange, il y a eu Florange, maintenant Alstom, il y en aura d'autres dans 3-4 mois, plus tous les plans dont on ne parle pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le Front National ferait mieux et quelle solution? Mais le Front National depuis longtemps... En dehors du protectionnisme. Non mais attendez, le Front National dit depuis longtemps il faudrait réserver des marchés publics prioritairement aux entreprises françaises, au Made in France, c'est-à-dire le patriotisme économique. C'est ce que font foule de pays dans le monde, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire à cause des règles de l'Union européenne. Donc est-ce qu'on prend ce sujet à bras-le-corps? Est-ce qu'on se libère de ces règles de l'Union européenne? Ou est-ce qu'on continue à accepter que des entreprises publiques françaises, des marchés publics fassent travailler des emplois étrangers, fassent travailler des entreprises étrangères? Par exemple, quand Alstom a vendu, on en est tous très heureux, des TGV aux États-Unis, on a appris évidemment, et moi ça me choque pas, c'est même logique, que ces TGV allaient être construits aux États-Unis sur place parce que c'est de l'argent public américain. Eh bien, il faut qu'on fasse exactement la même chose. 80% ça suffit de se libérer. Ça ne suffit pas de le dire. Il faut se libérer des règles de l'Union européenne. 80% des commandes qui seraient réservées à l'industrie française, c'est ce que propose Arnaud Montebourg. Oui, mais il faut mettre une règle générale où les entreprises françaises, le Made in France, auraient une priorité dans les marchés publics des collectivités locales, comme de l'État et des grandes entreprises publiques, RATP, SNCF, etc. Je crois que c'est la première des choses. En franchissant des règles de la concurrence, des règles européennes. Mais oui, mais alors il faut se poser la question de l'Union européenne. L'Union européenne nous empêche de faire tellement de choses au bénéfice de la réindustrialisation et de l'emploi. Regardez, au Royaume-Uni, la première ministre, Madame Theresa May, a annoncé un plan de réindustrialisation extrêmement ambitieux. Pourquoi elle peut le faire? Pas parce que maintenant, et ce sera de plus en plus le cas dans les mois qui viennent, ils ont les mains libres. Ils ont les mains libres parce qu'ils ont fait le choix du Brexit, qui se passe extraordinairement bien d'ailleurs. Je crois qu'on doit réfléchir à la même solution. Est-ce que vous proposez une nationalisation même partielle d'Alstom? Nous l'avions proposé pour la branche énergie, qui malheureusement a été vendue à General Electric, l'américain, parce que c'est ultra stratégique. Il fallait le faire à l'époque, via la Caisse des dépôts et consignations. On ne se l'interdit pas là pour Alstom Transport. On a déjà 20%, on pourrait passer à 51%, comme d'ailleurs on devrait le faire pour les chantiers navals de Saint-Nazaire, dont on parle moins en ce moment, et qui eux aussi sont menacés du fait du retrait de leurs propriétaires actuels. L'État à 33%, il pourrait passer à 51%. Oui, il ne faut pas s'interdire, même temporairement, que l'État stratège défendre justement les entreprises ultra stratégiques qui sont la source de l'innovation française, de l'industrie française et donc de l'emploi français. Jean-Pierre Chevènement, que vous connaissez bien, ancien élu de Belfort, estime qu'aucun pays ne se laisse dépouiller de son industrie comme la France, que l'Allemagne défend beaucoup mieux son industrie. Là encore, vous êtes d'accord avec lui? Oui, mais bien sûr. Mais l'Allemagne d'ailleurs a un formidable outil pour défendre son industrie et dépecer celle de ses voisins qui s'appelle l'euro. Parce que l'Allemagne bénéficie d'une monnaie sous-évaluée de 15%. Voilà. Si l'Allemagne avait une monnaie nationale, elle serait surévaluée de 15% par rapport à l'euro. C'est ce que nous dit le FMI tout récemment. Donc l'Allemagne, en permanence, gagne 15% de compétitivité. Alors que la France, elle, est plombée par l'euro. Parce que l'euro est 6% trop cher. Donc vous voyez, entre la France et l'Allemagne, 15 plus 6, ça fait 21. On a un déficit de compétitivité de 21 points, 21% par rapport à l'Allemagne, en permanence. Rien qu'à cause de l'euro. Là aussi, ça pose la question de la monnaie nationale. De toute façon, ces questions-là, on va y venir. Moi, j'aimerais qu'on y vienne Elles vont structurer le débat avant que de la toutes les campagne. usines françaises aient disparu. Ça serait quand même mieux. Parce que
là, on est en train de voir l'hémorragie industrielle se profiler et se produire sous nos yeux, et on ne réagit pas, on ne fait que commenter, comme le font Sarkozy, Hollande et les autres. Marine Le Pen, élue en 2017, hypothèse, de combien de temps a-t-elle besoin pour sauver les usines et l'industrie française? Elle a besoin de retrouver la liberté française, l'indépendance française, et donc de faire ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Si nous n'avons pas cette indépendance, cette capacité d'agir, on sera comme les autres. On sera dans le commentaire. Et on regardera, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer et regarder les usines partir, fermer, se délocaliser. On ne veut pas être dans ce mensonge-là. Donc on doit avoir des outils pour agir, des outils qui sont des frontières économiques, une monnaie nationale, une capacité de patriotisme économique et soutenir nos PME, soutenir massivement nos PME. Il faut utiliser pour cela la fiscalité pour les aider justement en les accablant moins de taxes, d'impôts et de charges. Les baisses de charges sur les entreprises proposées par François Hollande n'ont pas suffi à relancer la compétitivité? Parce qu'elles étaient mal réparties, parce qu'elles étaient faibles et parce qu'elles ont bénéficié, elles ont parfois été captées par des grandes entreprises, alors que ce sont nos PME qu'il faut aider prioritairement par un impôt progressif. Et je crois que nous devons le faire parce que ce sont elles qui créent aujourd'hui massivement l'emploi dans notre pays. Non seulement l'emploi, mais aussi l'innovation. Un mot de Fessenheim, les salariés EDF appellent à la grève pour protester contre la fermeture de la centrale fixée à l'horizon 2018. Si le FN est au pouvoir, vous revenez sur cette décision de fermeture? Oui, moi je les soutiens, les salariés, je les soutiens. Je vois d'ailleurs que l'ensemble des syndicats sont derrière ce mouvement, ça ne me surprend pas. C'est une décision, la fermeture là, précipitée, est une décision qui est économiquement, socialement et écologiquement absurde. Voilà, absurde. D'abord, l'autorité de sûreté nucléaire avait ajouté 10 ans de vie à Fessenheim. Il ne faut pas sacraliser les durées de vie qu'on a fixées il y a 30 ans. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas toutes les mêmes connaissances technologiques sur le nucléaire. C'était à l'époque des durées de vie assez arbitraires. Aujourd'hui, l'innovation a progressé. Et puis là-bas, si vous voulez, il y a 850 emplois directs, il y a 250 sous-traitants. Ça fait 1100 emplois à minima au total. Donc on ne peut pas se permettre ce saccage économique et social. Par ailleurs, par quoi on le remplacerait là? Par les centrales à charbon, comme en Allemagne? C'est une source de pollution épouvantable. Voilà. Très souvent, quand il y a des nuages de pollution qui viennent en France, en Île-de-France et ailleurs, ça vient très souvent d'Allemagne, parce que l'Allemagne produit massivement du charbon. Je ne crois pas que ce soit une source de progrès, au contraire. Puis moi, je pense à l'indépendance française. Voilà. Le nucléaire, c'est un savoir-faire merveilleux de la France qu'il faut sécuriser, donc il faut investir dans la sécurité nucléaire, ça c'est évident, mais on ne doit pas le brader ou s'en débarrasser pour des raisons idéologiques. L'autre dossier brûlant sur le bureau du gouvernement, c'est le plan pour accueillir les migrants qui ressortent du droit d'asile à Calais. 12 000 places d'hébergement seront créées d'ici la fin de l'année. Vous êtes conseiller régional. Est-ce que vous allez vous opposer au redéploiement de ces migrants dans votre région? Je l'ai déjà fait pendant la campagne des régionales. J'étais allé dans des petits villages ou des villes un peu plus importantes qui devaient accueillir des migrants. J'y ai vu des habitants très souvent opposés. Par contre, j'y ai vu des maires. Alors là, PS, UDI, Républicains, d'accord, favorables à cet accueil de migrants. Et pourquoi? Je ne sais pas. Par idéologie ou par peur du non politiquement correct, ou du politiquement incorrect. Alors que moi, quand je vois aujourd'hui, honnêtement, pendant les primaires UMP, des responsables nationaux UMP qui s'insurgent de cette décision, alors que leurs maires sur le terrain ont soutenu, alors qu'eux-mêmes ont voté les quotas de migrants au Parlement européen il y a quelques mois, j'y étais parce que nous on a voté contre, je trouve qu'on est dans franchement, au minimum la tromperie des électeurs et peut-être même l'imposture. Bien sûr qu'il faut s'y opposer parce que c'est sans fin. Là, ce sont du droit d'asile. On parle du droit d'asile. On ne parle pas des réfugiés. Ce sont des demandeurs d'asile. On ne sait même pas s'ils seront réfugiés, mais c'est sans fin parce que Calais ne cesse de se remplir de nouveaux migrants. Donc en réalité, on va en permanence faire des plans de dispersion des migrants et on va les disperser de plus en plus dans des villes et des villages qui seront de plus en plus nombreux et de plus en plus saturés. On va créer des problèmes d'organisation dans ces villes, dans ces villages, c'est évident, avec les commerçants, avec les riverains. On va créer des petites jungles partout. Et puis, on va renforcer... Ce sera dans des bâtiments de l'État encadrés. Oui, c'est ce que ça devait être au départ à Calais. Puis on voit comment ça a évolué. Parfois, c'est complètement... À Calais, ça n'a jamais été le cas. Oui, on a essayé, il y a eu Sangatte, on a essayé de faire plein de choses. Et puis finalement, aujourd'hui, on se trouve dans un énorme bidonville. On en voit d'autres surgir en Île-de-France et ailleurs. Donc c'est hors contrôle. Aujourd'hui, cette année, on nous parle de 100 000 demandeurs d'asile en France. Voilà, ce chiffre avait déjà augmenté de 75% sous Sarkozy, il continue d'augmenter sous Hollande. Et puis il y a un troisième risque très important, c'est qu'on va accroître l'imprégnation islamiste dans notre pays. Moi je suis désolé, mais parmi ces migrants, qui nous dit qu'il n'y a pas de nouveaux soldats de Daesh, de l'État islamique infiltrés, comme ces 5
peut-être syrien, on nous dit étranger, on ne sait pas la nationalité, arrêté à Paris aujourd'hui parce qu'il voulait se procurer des armes lourdes, comme ces 3 réfugiés syriens arrêtés avant-hier en Allemagne parce qu'ils étaient en lien avec les attentats de Paris et qu'ils faisaient partie de cette vague de migrants et de réfugiés. On sait qu'il y a des soldats de Daesh infiltrés, des djihadistes. On sait aussi qu'il y a des adolescents français, un 3e a été arrêté à Paris la semaine dernière, qui était soupçonné de vouloir commettre des attentats. Là, on ne parle pas de réfugiés, on ne parle pas de migrants, on parle d'adolescents français radicalisés sur Internet. C'est ce que j'appelle l'imprégnation islamiste. Ça n'a rien à voir avec le phénomène des migrants. Oui, mais attendez, plus on fait venir de djihadistes, d'islamistes, plus on crée du prosélytisme, plus des personnes plus faibles psychologiquement même, comme des jeunes ou comme d'autres, vont se laisser enfermer dans ce prosélytisme, vont se laisser enfermer dans cette propagande islamiste et vont tomber dans ce piège mortel pour eux et pour les autres. Et donc, est-ce qu'on continue avec cette politique folle d'immigration ? Parce que l'islamisme ne vient pas, il n'est pas tombé un beau jour du ciel. Il vient évidemment, il est lié à l'immigration massive qu'on connaît depuis des années et des années, depuis très très longtemps, sous la droite, sous la gauche. C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve des frontières nationales ? Est-ce qu'on retrouve une maîtrise souveraine de notre politique d'immigration ? Si on veut expulser quelqu'un, on doit avoir le droit de le faire, et ça n'est pas un juge européen qui doit pouvoir nous en empêcher. Mais ça change. Ou est-ce qu'on continue la politique actuelle et celle de radicalisation des jeunes français, là on parle encore une fois, des jeunes qui sont des proies extrêmement faciles pour la propagande de Daesh. Qu'est-ce que ça changerait ? Mais attendez, ils sont des proies parce qu'il y a autour des prédateurs. Il n'y a pas de proie sans prédateur. Donc plus il y a d'imprégnation islamiste, plus il y a de prédateurs. Oui, enfin, écoutez, quand ça se fait que sur Internet, moi je ne crois pas à la théorie, en tout cas ça doit être très rare, de l'auto-radicalisation sur Internet. Il y a souvent, très souvent, comme vous nous avez expliqué qu'il y avait des loups solitaires, très souvent il y a des réseaux, il y a une mosquée radicale, il y a un prêcheur de haine qu'on appelle imam, mais qui devrait tout simplement être expulsé de France parce qu'on n'a pas fait le tri entre les imams qui peuvent rester en France parce qu'il n'y a pas de problème et ceux qui sont des prêcheurs de haine. On n'a pas fait le tri dans les mosquées entre celles qui peuvent rester ouvertes et ceux qu'il faut fermer parce qu'elles sont radicales, parce qu'elles sont salafistes. Voilà, tout ce travail n'est pas fait et il n'est d'autant pas fait que nous n'avons pas de frontières, que nous n'avons pas les moyens suffisants en termes de police, de renseignement, de douane. Ce week-end, vous serez aux universités d'été du FN à Fréjus. C'est ça. J'imagine que ce sera un des thèmes qui seront abordés par Marine Le Pen. Oui, forcément. Au même moment, les universités de la Manif pour tous vont se tenir. Il y a un sondage aujourd'hui intéressant dans Le Monde qui révèle que 62% des Français sont opposés à l'abrogation de la loi sur le mariage pour tous et que de plus en plus d'entre eux accepteraient une législation en faveur de la PMA pour les couples de femmes homosexuelles. Il y a un vrai changement dans l'opinion que vous avez noté. Est-ce que pour vous, ce sujet de l'abrogation de la loi sur le mariage pour tous est toujours aussi anecdotique ? Vous aviez comparé ça, je me rappelle, à la culture du bonsaï. Je crois que ce n'est pas une question prioritaire pour les Français aujourd'hui. On parlait des attentats auparavant, on a parlé du chômage, on parlait d'Alstom. Je crois que ce sont des questions qui saisissent beaucoup plus les Français, même les familles. Je veux dire, nous, on est favorables à une vraie politique familiale. Je crois que les familles, quand elles se lèvent le matin, elles pensent à la crèche. Comment faire pour avoir une place de crèche, c'est très concret. Comment faire quand le gamin a 17-18 ans qui part faire des études dans la grande ville ou à Paris pour lui payer un logement étudiant alors que ça coûte affreusement cher? Comment faire face à des allocations familiales qui sont reniées par la politique d'austérité? Donc ça, c'est pas un sujet. Comment faire pour le logement? Toujours. Non, mais je respecte bien sûr ceux qui sont mobilisés là-dessus, mais je pense que ça n'est pas du tout un sujet aujourd'hui prioritaire. Et vous connaissez notre position, c'est le remplacement par un PACS amélioré, ce qui est une revendication également majoritaire. Ce n'est pas la position de Marion Maréchal Le Pen qui fait partie. Si, c'est sa position du mouvement qu'on a voté à l'unanimité en bureau politique. Elle sera dans la manifestation de la Manif pour tous? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je crois que non. Enfin, il faut vérifier. D'accord. Donc, ce changement dans l'opinion, vous le notez, mais vous estimez que ça n'a rien de prioritaire aujourd'hui? Non, moi j'ai toujours estimé, et nous avons largement, si vous voulez, fait l'analyse, que les sujets de société, très souvent, sont lancés pour faire diversion. C'est-à-dire qu'on essaie de gagner du temps, d'essayer de recréer du clivage, pour ne pas évoquer la question de l'immigration, de l'islamisme, la question de l'Union européenne, la question du chômage. Voilà, je crois que l'analyse, elle a été faite. Et je dis vraie politique nataliste, vraie politique familiale, mais aller sur les préoccupations premières, là, essentielles des familles françaises, qui sont la revendication de la priorité nationale, la revendication de l'aide au logement, l'aide à la crèche, l'aide dans toutes l'aide aux allocations familiales qui ont été reniées par la politique d'austérité. Je crois que ce sont des sujets absolument essentiels aujourd'hui pour les familles françaises. Merci Florian Philippot d'être venu ce soir sur ETV. Dans un instant, la météo et le journal.
Télé ce soir, c'est Florian Philippot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen pour la région Est. La fermeture du site de Belfort pour Alstom devient une affaire d'État. Dans un tweet, vous avez renvoyé tout le monde dos à dos. Union européenne, Macron, Républicain PS, RPS, c'est ce que vous évoquez. Vous parlez d'un État complice qui savait parfaitement ce qui se passait à l'usine de Belfort. C'est exactement ce que dit Arnaud Montebourg aujourd'hui. Vous reconnaissez des points communs avec lui? Je veux dire, ça me paraît évident. Enfin, j'espère que l'État est... Et quelle solution? Mais le Front National, depuis longtemps... En dehors du protectionnisme. Non, mais attendez, le Front National dit depuis longtemps il faudrait réserver des marchés publics prioritairement aux entreprises françaises, au Made in France, c'est-à-dire le patriotisme économique. C'est ce que font foule de pays dans le monde. C'est ce qu'on n'a pas le droit de faire à cause des règles de l'Union européenne. Donc, est-ce qu'on prend ce sujet à bras-le-corps? Est-ce qu'on se libère de ces règles de l'Union européenne? Ou est-ce qu'on continue à accepter que des entreprises publiques françaises au courant, puisqu'il a quand même 20% des parts. Donc si l'État actionnaire à hauteur de 20% n'est pas au courant, c'est que vraiment il y a un énorme problème. Non, évidemment que l'État était au courant. D'ailleurs, on parle toujours de 400 emplois qui sont menacés à Belfort. On oublie les sous-traitants. Ça fait beaucoup plus que 400 emplois en réalité. Vous me dites, je vais vous parler comme Montebourg. Il se trouve que nous parlons souvent, enfin c'est surtout lui d'ailleurs qui parle comme nous, en dehors, si vous voulez, pendant les périodes électorales, il parle souvent comme nous. Mais pour le Made in France dans tout cela, est-ce que l'État français est vraiment impuissant à sauver ces industries? Mais l'État aujourd'hui... Et quelle est la solution que vous, au Front National, vous proposez? Oui, mais l'État aujourd'hui, il est condamné à être commentateur. Alors on peut tous les 3 mois nous refaire le même spectacle. Il y a eu malheureusement, triste spectacle parce qu'il y a beaucoup d'emplois à la clé. Il y a eu Gandrange, il y a eu Florange, maintenant Alstom, il y en aura d'autres dans 3-4 mois, plus tous les plans dont on ne parle pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le Front National ferait mieux, France? Oui, sur le protectionnisme, sur le patriotisme économique. Ça fait des années que ça se passe comme ça. Le problème, c'est que quand Arnaud Montebourg est ministre de l'économie, il fait exactement l'inverse. C'est ce qu'il a fait pendant 2 ans et demi qu'il était ministre de François Hollande, où il n'a pas brillé pour sauver, on le sait, la sidérurgie, notamment Lorraine, et notamment dans cette affaire d'Alstom déjà. Bref, moi je pense que donc l'État... lui charge Emmanuel Macron, donc qui a